Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le Forum des lecteurs. Nous vous accueillons aujourd'hui pour vous présenter le coup de cœur du Conseil des sages, représenté ici par Madame Christiane Virol-Domenech. C'est un coup de cœur que vous remettez, Madame Virol-Domenech, tous les ans à un auteur. Selon quels critères ? Alors, le premier critère, il faut que ce soit d'abord un auteur régional. Ça, c'était important. Nous avons décidé de donner un coup de projecteur à un auteur dont l'œuvre nous semble particulièrement intéressante, riche en connaissances, si vous voulez, nouvelles, qu'elles soient historiques ou autres, et bien écrites également. Nous attachons beaucoup d'importance à la qualité de l'écriture. Voilà. Alors, vous avez choisi cette année de le remettre à monsieur, qui est Yves Aubard, et qui, pour un livre qui s'intitule Le sang et la pierre, publié aux éditions La Geste dans la collection Romans historiques. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ? Pourquoi ? Tout d'abord, parce que l'histoire se passe, d'une part, enfin le thème, si vous voulez, le thème choisi, des personnages intéressants, le Limousin, dont il est fortement question, parce qu'il y a beaucoup de renseignements sur l'histoire du Limousin, sur la construction des grandes abbayes, sur des événements historiques. Et je pense que cela nous a appris quand même énormément de choses, parce que bien que limousine, nos connaissances étaient peut-être un peu limitées en la matière, surtout sur cette période. Alors, Yves Aubard, vous attendiez-vous à vous... Parce que vous êtes plongé dans l'écriture d'une saga très importante qui va faire 30 tomes. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et vous avez fait un petit pas de côté qui n'est quand même pas très loin avec ce roman dont on va largement parler ensuite. Quel effet cela vous a-t-il fait de savoir que vous étiez remarqué en coup de cœur, comme ça, par une assemblée d'élus ? J'étais ravi et honoré surtout. Je trouve que ce Conseil des sages est très sage. Ils sont de bons conseils. Non, je ne connaissais pas l'existence de ce Conseil des sages. Et ça a été une surprise pour moi. Et vraiment, j'étais ravi et honoré, comme toujours, quand on obtient une récompense ou une reconnaissance quelconque pour ce qu'on écrit. Alors, Christiane Virol-Domenech, en tant que présidente, je crois que vous avez quelque chose à remettre à Yves Aubard. Oui, simplement un petit cadeau souvenir de la ville de Brive. Alors, d'une part, un livre, un merveilleux album qui a été édité dans le cadre des 100 ans du CAB, notre équipe de rugby. Alors, Yves, est-ce que vous pourriez le montrer ? Parce que c'est un petit peu compliqué. Il est très lourd. Oui. Voilà, Rugby au cœur, donc 100 ans d'histoire aussi à Briviste. Voilà. Et puis, quelques petits chocolats. Voilà. Je suis gâté. Non, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir. Je vous les montre pas, les chocolats. Non, vous n'allez pas les partager. On a compris, c'est vrai que nous sommes un tout petit peu trop nombreux dans cette salle pour que vous fassiez passer le ballotin. On va discuter maintenant du contenu de ce livre, Le sang et la pierre. Alors, ce n'est pas un polar. Hein, c'est un roman historique, parce que quand on voit le sang dans un titre, on s'inquiète toujours de ce qu'on va y trouver, mais pour autant, il y a une intrigue très, très forte, parce on est dans une période historique très riche, où on rencontre les grands moments de l'histoire du Moyen-Âge. L'histoire commence au début de l'an 1000. Au début du XIe siècle, oui. Alors, le titre, c'est Le sang et la pierre. C'est pas le sang au sens bataille, c'est la quête du sang. C'est le héros, qui s'appelle Albéric, aura une double quête tout au long de sa vie. D'abord, c'est un enfant trouvé, bâtard, et il va chercher toute sa vie d'où vient son sang, qui sont ses géniteurs. Et la pierre, bien parce que ce sera un bâtisseur de cathédrale, il va chercher à bâtir la cathédrale parfaite. Donc c'est une double quête. Et alors la genèse de ce livre, en fait, c'est presque un livre de commande. C'est-à-dire que j'écris, comme vous l'avez dit, une saga qui regroupe de nombreux tomes. Et les gens qui organisent tous les ans le spectacle de Bridier, à côté de la Souterraine, cette année, voulaient commémorer le millénaire de leur église. Et en sachant que j'écrivais dans la région sur cette thématique, ils m'ont demandé de venir réfléchir avec eux au scénario des fêtes de Bridier de cette année, de 2017. On a réfléchi, on a imaginé un petit peu ce qu'ils pouvaient décrire dans leur spectacle, et à la fin de la soirée, je leur ai dit, vous savez, ça peut faire un roman. Mais ils m'ont dit, vous n'avez plus qu'à l'écrire. Donc je l'ai écrit. Voilà la genèse de ce livre, Le sang et la pierre. Alors, il s'agit d'Albéric, qui est né des amours secrètes, enfin des amours, on ne sait pas d'ailleurs si ce furent des amours, de la vicomtesse Emma de Ségur,
qui s'est retrouvé enlevé par les Vikings au début du XIe siècle. Est-ce que de quelle famille parle-t-on là? Dans quelle généalogie Ce sont les vicomtes de Limoges. Emma de Ségur était la dernière descendante des vicomtes de Ségur et elle était l'épouse de Guy de Limoges qui était le vicomte de Limoges. Et Emma a réellement été enlevée en 1010 par les Vikings alors qu'elle se rendait en pèlerinage à Saint-Martin-en-Lerme. En 1010, il n'y avait plus beaucoup de raids vikings en France, mais elle était enlevée en allant, donc les Vikings sont venus par la mer en allant à Saint-Martin-en-Lerme. Et donc, pas Saint-Martin, Saint-Michel-en-Lerme, pardon, en Vendée. Ça, c'est vrai. Elle est revenue de sa capture avec un fils bâtard. Ça, c'est pas vrai. C'est l'histoire de mon héros, qui est Albéric, qui est ce fils bâtard. Elle est revenue en fait libérée par une rançon, comme je décris dans le livre, ça c'est vrai, grâce à l'intervention d'ailleurs des Corésiens, parce que c'est parce que le vicomte de Comborn est intervenu auprès des Normands et donc des Vikings que Emma a réussi à revenir en Limousin. Mais encore une fois, elle n'est pas revenue vraiment avec un fils bâtard. Alors ça fait partie des choses, des licences romanesques. Quelle part accordez-vous à l'histoire et quelle part accordez-vous au roman dans ce texte qui est un roman historique? Alors la trame de fond, c'est la vraie histoire. C'est-à-dire que les bâtiments que va bâtir Albéric, par exemple, ils ont été tous bâtis vraiment à l'époque où je le dis, la cathédrale de Jumièges, l'abbaye de Cluny, l'église de la Souterraine, tous ces bâtiments-là sont construits à l'époque où je le décris, et je les décris tels qu'ils sont. C'est-à-dire que j'ai fait quelques recherches un petit peu en architecture de l'époque, c'est la fin du roman, on n'est pas encore en période du gothique, donc il va construire selon les normes. Par contre, Albéric, je l'ai inventé, sa famille, je l'ai inventé, donc ce sont des personnages, c'est le principe des romans historiques, ce sont des personnages que j'invente, mais qui vivent et qui côtoient les vrais personnages et qui vivent les vrais événements historiques. Ça vous demande quel travail de documentation? Alors, ce livre-là m'en a pas tellement demandé parce que j'avais déjà écrit cette période dans ma saga. C'est-à-dire que le début du XIe siècle, j'ai déjà raconté l'enlèvement de Emma de Ségur d'une manière différente d'ailleurs dans ma saga. Donc, dans quel tome? Alors, Emma de Ségur, elle est enlevée dans le tome 3 quand ils vont chez les Vikings. Voilà. Alors moi, dans ma saga, c'est mes héros qui vont la libérer, ce qui n'est pas vrai. Elle est vraiment revenue, comme je le décris dans Le sang et la pierre, par cette rançon. Mais elle ne revient pas avec un fils bâtard dans la saga. J'ai modifié les histoires à chaque fois. Et donc, j'avais fait le travail de documentation pour la saga. Mais oui, ça demande un travail de documentation important, parce que dans la mesure où j'ai la vraie histoire en trame de fond, il faut que je la connaisse, cette vraie histoire. Alors, j'aime bien la vraie histoire, mais je ne la connais pas dans le détail, comme il faut que je la connaisse pour écrire ce genre de livre. Donc, pour chaque tome de ma saga et pour ce livre-là, il a fallu que je me documente. Je ne savais pas comment on construisait une cathédrale, par exemple, romane. Je ne connaissais pas les plans de l'abbaye de Cluny que j'ai mis dans ce livre. Donc voilà, tout ça, il faut le chercher. On trouve beaucoup de choses sur Internet et puis il faut se documenter. Est-ce qu'on trouve vraiment beaucoup de choses? Parce qu'on parle d'une période très, très lointaine maintenant. Alors on a des musées, on a évidemment des recherches archéologiques, etc. Et quelques écrits, mais essentiellement religieux. Est-ce que vous manquez parfois de matériaux? Alors, c'est très bien quand on manque de matériel, parce que justement, je peux le meubler avec mon histoire. C'est le principe du roman historique, c'est-à-dire qu'on meuble les vides de l'histoire. Mais on trouve quand même, sur Internet, beaucoup de documents. Maintenant, la plupart des livres anciens sont scannés dans ce qu'on appelle les Google Books. On retrouve donc des extraits des livres anciens. On n'a pas besoin d'aller les chercher dans les bibliothèques, ce qui serait un travail vraiment extrêmement lourd. Donc, sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Alors, il y a des bêtises sur Internet. Mais moi, je ne suis pas, encore une fois, historien. Donc, à la limite, s'il y a une imprécision, je l'exploite. Et je ne vais pas chercher la véritable histoire telle qu'un historien doit le faire. Et donc oui, j'utilise énormément Internet pour me documenter. Parlez-nous un petit peu d'Albéric, qui est votre héros, cet enfant aux origines que nous connaissons, mais qui ne les découvrira pas tout de suite. C'est un homme qui vit très vieux, qui fait énormément de choses, qui traverse l'histoire de ce premier siècle après l'an 1000. Comment l'avez-vous brossé? Vous vouliez qu'il ait quelle qualité, quelles caractéristiques? Je voulais qu'il ait surtout un peu d'idées novatrices en matière de construction, parce que c'est un bâtisseur de pierre. Alors c'est un enfant trouvé qui va être élevé par des moines et qui était novice, donc destiné à devenir moine. Et finalement, il se passionne, c'est le moment où on construit la ville de la Souterraine, et il se passionne par le travail des bâtisseurs qui sont en train de construire la première abbaye de la Souterraine. Et donc, et puis petit à petit, il se désintéresse de la vie de moine, donc il ne sera pas moine. Il va en pèlerinage à Jérusalem, parce que ça se faisait beaucoup. Et là aussi, c'est un fait vrai. Le vicomte de Limoges va à Jérusalem en pèlerinage. Il meurt très vite, avant d'arriver à Jérusalem. Mais mon héros va aller jusqu'à Jérusalem. Et là, il va passer à Constantinople. Il va voir Sainte-Sophie, la grande cathédrale de l'époque. Ça va lui donner des idées de construction, encore une fois. Et puis, il va jusqu'à Jérusalem. Il voit le Saint-Sépulcre. Donc, il voit tout un tas de bâtiments qui ne sont pas du tout habituels. Et ça lui donne des idées de construction un peu novatrices. Parlez-vous, vous avez dit qu'il avait été élevé par des moines, en effet.
Mais il n'est pas très croyant, c'est le moins qu'on puisse dire. Même son fils le traite de mécréant. C'est assez curieux à cette époque où on a l'impression que la religion était quand même un ferment économique même du pays. Ça, c'est un anachronisme. À l'époque, tout le monde était croyant. Et les gens pouvaient commettre les pires exactions, mais ensuite ils allaient en pèlerinage. Et donc, ils étaient pardonnés dans leur esprit. Alors, effectivement, c'est un anachronisme de décrire quelqu'un qui n'est pas vraiment anti-clérical ou anti-croyant, mais il ne consacre pas le temps que consacraient ses contemporains à la prière, des choses comme ça. Et en tout cas, il ne veut pas être moine. Donc ça, effectivement, c'est probablement une fiction, parce que tout était référence à l'Église en ce temps-là, et les gens étaient croyants, encore une fois. Même les pires, dans la saga des Limousins, je raconte l'histoire de Fulconera, le vicomte d'Anjou, le comte d'Anjou, qui va 3 fois à Jérusalem pour se faire pardonner de grandes exactions. Il a, entre autres, condamné sa femme au bûcher. Enfin, c'était pas un tendre. Mais à chaque fois qu'il avait fait un truc terrible, comme ça, il allait à Jérusalem, il se faisait pardonner. C'était dans l'esprit du temps. Et le vicomte de Limoges veut aller aussi à Jérusalem, pour se faire pardonner sur la fin de sa vie. Il n'y arrivera pas, mais c'était comme ça. Et donc, créer des héros un peu mécréants, entre guillemets, ça, c'est un anachronisme. Et dans la saga des Limousins, ils sont un peu mécréants, mes héros aussi. Ils ne croient pas au miracle des Ardents à Limoges, par exemple. Alors, pourquoi avez-vous commis cet anachronisme, justement? Pour quelle... Était-ce une intention à vous, un besoin narratif? Oui, parce qu'on explique tout par des miracles à l'époque. Et moi, dans la saga des Limousins, j'ai une partie de ma famille qui va être des médecins. Et le mal des Ardents, vous savez, cette intoxication alimentaire à Limoges, on a pensé que c'était le miracle des Ardents. On sort la relique de Saint-Martial, les gens guérissent. Et bon, mes héros, qui sont un petit peu en avance sur leur temps, ils comprennent que c'est une intoxication alimentaire. Donc ils ne croient pas d'emblée au fait qu'il puisse y avoir un miracle en médecine. Voilà. Et puis, tout est un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils se posent la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est derrière tout ça, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Alors je décris ce mode de pensée. Mais ceci dit, dans ma famille, il va y avoir des évêques, il va y avoir des moines et des moniales, donc il y a aussi des gens croyants. Il n'y a pas que des mécréants. Vous faites partir Albéric en croisade. Heureusement, il revient. Pas en croisade, en pèlerinage. La croisade, c'est plus tard. Il va en pèlerinage à Jérusalem. En pèlerinage à Jérusalem, pardon. Vous le faites revenir. Vous le faites ensuite participer à la création de l'abbaye de Jumièges, qui est une chose très importante. Quelle importance justement a eu cette édification à l'époque? Alors j'ai cherché, quand j'ai écrit le livre, une cathédrale qui avait été construite à cette époque, pour que ça colle dans les dates, et Jumièges avait été construit à cette époque. Le problème, c'est que Jumièges, c'est en Normandie, c'est pas du tout en Limousin. Donc je l'ai fait voyager en Normandie, pour une raison que je précise dans le livre. L'abbé de Jumièges vient visiter l'abbaye de Saint-Martial, ça c'était courant. Il trouve que c'est magnifique les bâtiments. Albéric a participé à la construction et donc il l'embauche comme architecte. Le seul problème, c'est que dans mon écriture initiale, je racontais qu'il bâtissait Jumièges un petit peu comme les églises limousines. Et alors là, je me suis fait aider de Monsieur Petit, qui est un spécialiste du Moyen-Âge dans la région, qui m'a dit « ça colle pas du tout ce que tu écris là, parce que l'abbaye de Jumièges n'a rien à voir avec les abbayes limousines ». Donc j'ai corrigé. J'ai imaginé qu'Albéric avait des idées qui faisaient... Parce que j'ai décrit l'abbaye de Jumièges telle qu'elle est. Alors ensuite, il va faire Cluny, qui est la plus grande abbaye du monde à l'époque, Cluny 3, pardon. Et puis, il va aussi aller jusqu'à la bataille d'Hastings, parce que Guillaume le Conquérant l'emmène à Hastings. Alors, revenons un petit peu justement sur cette église extraordinaire, Cluny 3, qui a 2 transepts, qui fait 187 mètres de long sur 90 mètres de large. Vous en donnez même un schéma. Oui, c'est le vrai schéma. En quoi est-ce que c'est une prouesse technologique à l'époque? C'est le summum probablement de l'art roman. C'est la plus grande église du monde jusqu'à la construction de Saint-Pierre de Rome, je crois que c'est 3-4 siècles après. C'est une cathédrale absolument gigantesque. Et avec ce qui était difficile dans le roman, c'est qu'on ne connaissait pas encore la croisée d'ogives. Donc pour faire des bâtiments qui ne s'écroulaient pas, on était obligé de faire des murs très épais avec des contreforts. Et malgré ça, Cluny 3 est une église qui a un aspect quand même assez agréable à l'œil. Ce n'est pas un énorme bâtiment, ce n'est pas un blocos. Donc c'est une prouesse architecturale très importante. Alors on connaît les vrais bâtisseurs de cette abbaye, et puis on connaît aussi le moine qui a inspiré, parce que c'était très présomptueux pour l'abbé de Cluny de construire une telle église. Alors on a dit qu'il y avait un moine, Dieu avait inspiré un moine.
C'était souvent comme ça qu'on faisait à l'époque. Ils n'avaient pas eu cette idée parce que c'était très présomptueux, mais si Dieu le commandait, il fallait le faire. Et donc ce moine s'appelle Gonzo, et dans le livre, il s'appelle Gonzo aussi, je le décris, vrai. Alors je lui invente une vie avant, c'est lui qui imagine ça. Et donc Albéric va construire, officiellement selon les préceptes de Dieu, mais selon ses idées à lui. Alors Albéric, il a déjà les idées du gothique. Il a envie de faire de la croisée d'ogive, il a envie de faire des grandes fenêtres, des églises beaucoup plus hautes, des arcs-boutants, ce qu'on fera dans le gothique. Mais il ne le fait pas parce que l'abbé de Cluny lui demande de ne pas faire ça. Il veut du classique, il veut quelque chose de connu et de solide. Mais j'imagine qu'il a déjà les idées du gothique parce que le gothique va apparaître dans les années d'après. Les premières églises gothiques en France, c'est Saint-Denis et la cathédrale de Sens. C'est au milieu du XIIe siècle. Donc 50 ans après la mort d'Albéric. Vous n'êtes pas un spécialiste de la construction des cathédrales, mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à maîtriser pour justement passer du roman au gothique et que votre héros a pu apprendre à travailler? La maîtrise des forces. C'est-à-dire que quand on fait une voûte plein cintre, il faut des contreforts énormes, sinon ça s'écroule. Et quand on fait de la croisée d'ogive avec des piliers plus fins, on peut mettre des églises beaucoup plus hautes, avec des fenêtres beaucoup plus grandes. C'est ça le gothique, l'évolution, le passage du roman au gothique. Alors tout ça, il a fallu que je l'apprenne pour écrire ces livres parce que je ne le connaissais pas. Ce n'est pas mon métier de base. Alors vous avez évoqué aussi la bataille d'Hastings, qui a valu à Guillaume de son surnom du conquérant au retour. Et qu'est-ce qu'Albéric est parti faire parce qu'il ne s'y est pas battu, il était trop âgé? On peut se le demander, effectivement. Eh bien, figurez-vous que sur la tapisserie de Bayeux qui représente toute la vie de Guillaume le Conquérant, on voit... Continuez. On voit un bâtisseur, on voit quelqu'un à qui Guillaume ordonne de fortifier la ville d'Hastings. Donc j'ai dit voilà pourquoi il a amené Albéric là-bas, pour fortifier la ville d'Hastings, parce qu'il savait qu'en débarquant en Angleterre, il allait devoir fortifier une place. Et c'est vrai qu'en réalité, il a fait fortifier cette ville et s'est représenté sur la tapisserie de Bayeux. La bataille d'Hastings n'a pas eu lieu là, elle a eu lieu un petit peu plus loin, mais la ville d'Hastings a été fortifiée. Donc voilà. Et donc mon héros, il est sur la tapisserie de Bayeux. Albéric est sur la vraie tapisserie de Bayeux. Je voulais vous demander aussi ce qui vous motive, parce que vous avez commencé à partir de 2011 à vous intéresser sérieusement à l'écriture de romans historiques. C'est pas votre métier de départ. De toute façon, l'écrivain commence rarement à 20 ans par l'écriture, par toujours en général un autre chemin au préalable. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à l'écriture et de vous mettre à l'écriture de romans historiques? Alors, j'ai toujours aimé l'histoire. Bon, je suis médecin, mais ma thèse de médecine, c'était l'historique de l'opération césarienne. Donc j'ai toujours aimé beaucoup l'histoire de la médecine. Et puis j'ai lu, à cette époque-là, les Ken Follett, que vous connaissez probablement, ces romans qui se passent au Moyen-Âge, des bâtisseurs de cathédrales, les piliers de la terre et le monde sans fin. Et quand j'ai lu ces choses-là, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, on pourrait faire quelque chose en Limousin, parce qu'il s'est passé énormément de choses au Moyen-Âge en Limousin. Et donc j'ai commencé, alors je suis de Chalut, le château où sera tué Richard Cœur de Lion. Je ne voulais pas réécrire Richard Cœur de Lion, parce que ça a déjà été écrit 12 000 fois. Donc je suis parti de l'idée que quelqu'un avait construit ce château de Chalut, où sera tué Richard, et donc je commence à imaginer la vie du seigneur de Chalut qui va construire ce château. Et puis à la fin de mon tome 1, je n'avais pas du tout prévu de faire un tome 2, mais je m'étais bien amusé. J'avais trouvé un éditeur, Geste Édition, et puis mon héros est en pleine forme. Alors je me suis dit, on va continuer, j'ai fait le tome 2, et là je suis en train d'écrire le tome 21. Sauf que en termes de publication, votre éditeur est un tout petit peu plus il est au 11e tome. Il est au 11e tome. Sans retard. Qui vient de sortir et qui s'appelle Régence de Germanie en français. Et là, c'est sur quelle période? Alors, c'est la période de Régence, pour ça que ça s'appelle Régence. C'est une période où à la fois le Royaume de France et la Germanie, enfin le Saint-Empire germanique, vont connaître deux régences. C'est-à-dire que le roi de France, Henri Ier, meurt, son fils a 6 ans. Et Henri III, l'empereur germain, meurt aussi, et son fils a aussi 6 ans, Henri IV. Donc c'est une période de double régence. Et comme j'ai glissé mes héros dans les entourages de ces personnes-là, mes héros vont aider les régents, et les vrais régents et régentes, à gérer les royaumes. Donc, alors on en est au milieu du XIe siècle, je ne sais pas exactement les années, mais on doit être vers 1050, 1060, dans ces eaux-là. Et voilà, j'avance tranquillement. Je m'arrêterai en 1199, à la mort de Richard Cœur de Lion. Vous voyez que j'y suis pas encore. Et dans le tome 21, je suis en 1120. On est revenu de la première croisade et on ne va pas tarder à partir à la deuxième. Pourquoi vous donnez-vous ce butoir? Parce que c'est logique, je commence à Chalut et je terminerai Chalut, la mort de Richard. Et l'idée m'est venue quand j'ai participé à l'émission Secret d'Histoire de Stéphane Bern, où on m'a demandé de raconter la mort de Richard Cœur de Lion. Mais je me suis dit, mais voilà la fin de mon affaire. Je n'avais pas prévu ça au début. Je me dis, voilà, c'est logique. Richard meurt à Chalut, je
pense que je m'arrêterai là. Et à l'allure où j'écris, chaque livre fait à peu près 3-4 ans, je pense que j'aurai une trentaine de tomes à l'arrivée. C'est bien ce qu'on m'avait soufflé à l'oreille. J'avais envie de demander à Christiane Girol-Domenech votre sentiment de lectrice, parce que vous nous avez parlé en tant que présidente pour décerner au moment de décerner ce coup de cœur. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à la lecture de ce livre? Est-ce que vous vous êtes mis au premier tome de la grande saga? Je ne m'y suis pas mise, mais j'y pense sérieusement. Et je crois que les propos que vient de tenir Monsieur Aubard ont achevé de me convaincre. En plus, moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai une formation de littéraire. Et donc, souvent, la littérature et l'histoire vont de pair. Alors, moi, lorsque j'ai lu ce livre, j'ai vraiment été emportée dans une espèce de tourbillon par ces personnages, dans une époque que je connais mal, à vrai dire. Hein. Ce n'est pas la période de l'histoire que je connais le mieux, si tant est que j'en connaisse une bien. Et moi, je pense que on sentait beaucoup de vérité dans la présentation que vous en avez fait. Bon, certes, c'est un roman, mais comme vous l'avez si bien dit, ça s'appuie sur des faits historiques, sur des et moi, j'avoue que j'ai été vraiment séduite et que j'ai lu ce livre avec beaucoup de plaisir et que j'ai envie d'en lire d'autres. Voilà. Vous êtes emparé d'une époque qui est assez peu aimée par les auteurs de romans historiques, qui s'intéressent plutôt à des choses plus récentes, à la Renaissance, enfin ce genre de choses, ou à partir du XIIe, XIIIe siècle aussi, à partir du moment où la littérature commence à relayer la religion. Comment pourriez-vous nous convaincre de nous intéresser à cette période du Moyen-Âge, finalement très, très assombrie par notre ignorance? Ben oui, on dit toujours au Moyen-Âge, il ne s'est rien passé. C'est ce qu'on disait en médecine aussi. Hein. Classiquement, pendant toute la période du Moyen-Âge, on n'a rien inventé. Sauf que cette période-là, c'est la période où se crée la première école de médecine au monde, Salerne, la première école laïque. Donc bien sûr, mes héros vont aller faire des études là-bas. Et il s'est passé des choses. Alors évidemment, pas aussi vite qu'à la Renaissance, c'est clair. En un siècle de Renaissance, il s'est passé beaucoup de choses, alors qu'en une dizaine de siècles de Moyen-Âge, ça n'est pas passé à peu près autant. Donc on a été moins vite. Mais c'est quand même une période très intéressante et puis surtout vraiment méconnue. Moi, je la découvre. Je découvre qu'il s'est passé quand même énormément de choses dans différents endroits de la planète. C'est pour ça que dans la saga, mes héros ne se contentent pas du tout au Limousin, ils vont partout. Hein. Et vraiment, c'est une époque où, par exemple, il y a quelqu'un en Perse qui a découvert que la Terre était ronde, bien avant Copernic. Bon, voilà, il a même calculé le diamètre de la planète sans se tromper. Bon, ça va lui être soufflé par mes héros, hein, je vous le dis tout de suite, mais parce qu'ils font beaucoup de choses, mes héros. Voilà, et alors l'histoire de la médecine, bien sûr, ça c'est mon dada, j'en ai beaucoup parlé. Dans le tome 3, par exemple, il va y avoir une césarienne sur femme vivante. On n'est pas sûr que ça puisse faire à cette époque. On savait faire des césariennes sur femmes décédées. Quand une femme décédée près de son terme, on savait que si on lui ouvrait très vite le ventre et qu'on sortait le bébé, il pouvait survivre. On a longtemps cru que Jules César était né comme ça, ce qui est une bêtise, il n'est pas né comme ça. Mais sur femme vivante, c'est un peu osé. Le premier cas rapporté, c'est en 1500. Mais mes médecins dans la famille, ils sont toujours en avance sur leur temps. Ils vont faire des tas de trucs qui ne se faisaient pas. Ils découvrent la cause du mal des ardents, qui est une intoxication alimentaire à l'ergot du seigle. Voilà, ça n'a été découvert qu'au XVIIIe siècle. Et bon, eux, ils comprennent très tôt, donc ils sont un peu en avance, mais c'est une manière aussi de raconter l'histoire de la médecine. J'en ai un qui va inventer le forceps aussi. En fait, il a été inventé un siècle après. Ils vont inventer la boussole, c'est plus la médecine, ça. Les Chinois l'avaient inventé, mais ça n'existait pas en Europe. Voilà. Donc il y a tout un tas d'inventions, toute la technologie aussi. J'explique un peu l'évolution de la technologie au Moyen-Âge. Il s'est passé des choses, plus qu'on ne le croit. Alors on commence par le coup de cœur du Conseil des Sages avec Le sang et la pierre, publié aux éditions de La Geste dans la collection Romans historiques. Et on continue avec votre saga, dont le 11e tome vient de sortir, donc Régence, et vous en êtes au 21e, donc on n'a pas fini de vous revoir. Yves Aubard, merci pour toute cette grande épopée du Moyen-Âge que vous écrivez. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt.